On passe à l'article 1er. Amendement 10, M. Metzdorf. Bon, je l'ai rédigé avec une main tremblante, Monsieur le Président, parce que c'est un amendement rédactionnel d'appel sur le titre. Alors, j'ai vraiment pas pris beaucoup de risques. C'était juste pour vous interpeller encore une fois, je me le permets, chers collègues, sur la situation difficile, délicate que traverse ma circonscription, la Nouvelle-Calédonie. La censure ne nous a pas arrangé, je le dis sans polémique. La censure nous met vraiment dans une position difficile puisque nous attendions avec impatience le PLF 2025 qui servirait à redresser finalement nos institutions et pas que, les entreprises et les salariés qui ont été touchés par les émeutes du 13 mai. Cette loi spéciale, malheureusement, comme vous le savez, les amendements spécifiques dédiés à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas possibles. Hier, les ministres ont ouvert des pistes dans l'exécution de cette loi, mais les sommes ne correspondent pas, bien évidemment, aux attentes des institutions et des responsables politiques sur place. Donc moi, ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que lorsque le PLF 2025 arrivera, je compte sur un soutien massif de la part des parlementaires pour soutenir la Nouvelle-Calédonie. Je me permets juste de vous dire, Monsieur le Président, que nous avons été surpris de la gauche lorsque le PLFG est arrivé et que vous vous êtes opposé à ce PLFG avec des sommes qui nous permettaient et qui nous permettent aujourd'hui de tenir la fin d'année 2024. Donc je ne voudrais pas que dans le cadre du PLF 2025, ce vote se retrouve dans les dispositions dédiées à la Nouvelle-Calédonie parce que je crois qu'on a besoin d'union nationale sur le sujet puisque sur place, la situation est d'une délicatesse infinie, comme vous le savez déjà. Voilà, je vous remercie. Et bien évidemment, sur le fond, je retire l'amendement parce que même si ça me semblait évident de le préciser, Monsieur le Président, je ne vais pas vous faire le déshonneur de voter ça. Monsieur Metzdorf, merci d'avoir retiré parce que j'allais vous le proposer. Et pour la culture, votre culture personnelle, la loi de finances initiale n'existe pas dans le droit. Oui, puisque pour qu'elle soit initiale, il faut qu'il y ait des lois de finances rectificatives ou des lois de fin de gestion gérées. Voilà. Donc c'est un argument textuel qui m'aurait incité à vous demander de le retirer. Il n'a pas de portée d'ailleurs. Merci pour la précision. Monsieur Metzdorf, je voulais vous dire que je vous ai bien écouté hier et que la proposition que j'avais faite dans mon communiqué d'essayer de voir si on ne pouvait pas faire passer des projets de loi de finances ad hoc en urgence à partir du 13 janvier, non pas pour je ne sais quel, mais pour répondre à ce genre de demande. J'ai vu avec mon administration si ça ne pouvait pas s'étendre au cas de Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas le cas, parce que là, il faut qu'il y ait des crédits qui soient ouverts par l'État et qui posent d'autres problèmes que les thèmes que j'ai abordés. Je veux vous dire que j'ai bien entendu la question qui était posée. Ça marche. J'ajoute, mon cher collègue, que nous avons voté 1,1 milliard, je crois, à la quasi-unanimité sur la loi de fin de gestion, mais qui ne règle le problème que jusqu'au 31 décembre. Et donc le problème, il est 2025. Mais là, c'est pour ça que l'idée du DDoF me paraît l'une des voies possibles. Puisque je vous rappelle que dans le passé, à part... vous voyez, sous la 4e République, vous voyez, la loi de finances pour 1953 avait été votée le 7 février et la loi de finances pour 1955 au mois de mai. Non, mais je vous dis ça. Hein. Mais moi, je pense que raisonnablement, fin du premier trimestre, on a une chance d'y arriver. Bon, donc il est pas mis aux voix, hein, c'est ça. Non, allez-y, Monsieur Metzdorf. Non, deux précisions par rapport à la remarque du rapporteur. La première, c'est que le PLFG, justement, c'est ce que je disais dans mon intervention liminaire, n'a pas été voté à l'unanimité, alors que ça concernait en grande partie la Nouvelle-Calédonie, et je le regrette. La deuxième chose, c'est que sur le milliard qui était budgété dans le PLFG pour la Nouvelle-Calédonie, il n'y a que 230 millions qui vont vraiment à la Nouvelle-Calédonie pour les institutions et les entreprises, puisque le delta sert à financer les coûts liés aux forces de l'ordre sur place. Et donc, ça ne va pas directement en soutien vraiment à la relance économique et à la relance des institutions de Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, l'argument qui est de dire vous pouvez tenir avec votre trésorerie d'1 milliard d'euros jusqu'en mars ou avril ne tient pas parce que 230 millions d'euros, malheureusement, en un mois ou deux, ça part très vite. Voilà. Bien, on vote l'article 1er qui est pour, qui est contre, adopté l'unanimité. On passe après l'article 1er avec une série d'amendements identiques. Monsieur Tanguy.
Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, on dit rappel au règlement, parce que ça ne s'est jamais fait depuis que je suis élu. Député, je demande, au nom de l'article 44 de notre règlement intérieur, un scrutin, donc je crois que c'est un scrutin papier, sur le vote de votre amendement CF27. Je n'ai pas pris la parole avant. Je suis extrêmement choqué, moi, de l'ambiance qu'il y a dans cette commission finance, pas du tout de votre fait. Je veux dire, s'il y en a bien un ici... Non, mais je vais parler et je ne vais pas me taire. S'il y en a un ici qui pourrait être mauvais joueur, passer son temps à vous empêcher d'exercer votre présidence, c'est moi, parce que je pourrais estimer que je pourrais être président de la commission des finances. Je ne l'ai jamais fait, parce que moi, je respecte les personnes, je respecte les scrutins, je respecte la démocratie. Éric Coquerel, il a été élu. Il a été élu et il a été réélu. Je n'ai jamais vu dans une autre commission, parce que je vais souvent en touriste dans les autres commissions, je n'ai jamais vu les macronistes, remettre en cause un président de commission comme je l'ai vu ici. Et en particulier, depuis que vous êtes ultra minoritaire. Donc ça interroge quand même sur le fait que les institutions, en fait, ne vous conviennent que quand vous les possédez directement ou indirectement à travers des pantins. Bien. Alors, pour tout vous dire, j'ai reçu la demande de M. Tanguy d'une demande de scrutin public sur l'amendement CF27. En application de l'article du 2 de l'article 44, j'ai vérifié, il y a bien 7 députés présents. Et M. Tanguy a une délégation d'un député malade, donc ça fait 8 députés. On est bien sur les 10%. Je vais être aussi honnête, j'avais essayé de dissuader M. Tanguy de faire cette proposition, parce que je ne souhaite pas qu'on ouvre les boîtes de Pandore de vote public, et que, en l'occurrence, je n'ai pas posé les... Je m'explique, ça va, j'ai le droit de donner ma position, mon avis. Et que donc, en l'occurrence, j'ai pas envie qu'on ouvre cette boîte de Pandore dans la commission, parce que c'est pas la question. Monsieur Tanguy a maintenu sa demande, et donc à partir de là, elle est de droit. Donc on procédera à un appel nominal pour un vote qui doit être fait par oral, chaque député indiquant le sens de son vote à haute voix lors de l'appel de son nom. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer, chers collègues, que la longue discussion qu'on a eue tout à l'heure vaut les... Ouais. D'accord, ok. Ok, l'avis du rapporteur. Eh bien, je l'ai longuement expliqué. Je suis favorable sur le fond, mais pas dans ce texte. Voilà, c'est simple. Soit dans un DDOF, soit dans la prochaine loi de finances. On espère qu'à la fin du premier trimestre, elle soit votée. Mais je maintiens qu'on a un problème si on votait cela qui s'aggraverait, ne serait-ce que sur les crédits réduction d'impôts. Voilà. Et franchement, on ne peut pas toujours être d'accord avec le Conseil d'État, puisque ce n'est pas lui qui juge la constitutionnalité des textes, mais le Conseil constitutionnel. Mais moi, je vous mets en garde. Et je pense que faites attention, parce qu'il n'y a pas que des groupes parlementaires qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Hein, il y a aussi les ministres, hein, le Premier ministre peut saisir, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Enfin, je veux dire, c'est pas raisonnable, alors qu'on est fondamentalement tous d'accord. Alors, on a suffisamment de thèmes de division pour ne pas se diviser alors qu'on est d'accord. Alors du coup, donc avis défavorable. Ok, je vais répondre juste sur un point quand même. C'est qu'on a pris l'habitude depuis quelque temps de dire qu'on ne pouvait pas examiner un texte dont l'interprétation sur la constitutionnalité ou pas change parce qu'on prendrait un risque. Il n'y a pas de risque, excusez-moi, puisque là ça a été dit et redit. Tout le texte ne peut... Non, monsieur le rapporteur général. Tout le texte... Non, mais vous dites, je vous préviens, il y a un risque. Le seul risque, ça serait que le Conseil constitutionnel fasse en sorte que ce dispositif soit invalidé. C'est le seul risque qui est couru. Donc il n'y a pas un risque. Et qu'après, c'est au Conseil constitutionnel de gérer et pas à nous forcément de toujours anticiper ce qu'on pense du Conseil constitutionnel pour faire en sorte qu'on puisse voter un texte ou pas. Je le dis, pas seulement sur cette proposition, mais c'est déjà arrivé dans les débats que sur des choses interprétables, les choses soient dites ainsi. Le Conseil constitutionnel sert à ça. Alors, ça pose problème quand tout le texte peut être invalidé. Ça, je l'admets très bien. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de risque. Au pire, quelqu'un saisira. Ils auront un jugement différent. Et puis, on évitera ce genre de débat pour les années à venir. Mais Monsieur le Président, je n'ai jamais dit cela. J'ai dit cet article additionnel sera annulé. Oui, voilà. Donc, vous avez dit un risque. Ce n'est pas un risque dramatique. C'est un risque constitutionnel que cet article... J'ai jamais dit que la loi serait annulée. La loi spéciale serait annulée. J'ai jamais dit ça.
Merci, Monsieur le Président. C'est des questions de fond sur l'article. Je voudrais savoir, est-ce qu'il s'agit à l'identique de ce qui a été présenté en loi de finances, notamment est-ce que vous reconduisez l'inflation qui a été retenue. On va savoir également si les modalités de prélèvement à la source retenues sont exactement les mêmes. Ce que vous faites s'agissant de la décote de l'impôt sur le revenu. Et je voudrais m'assurer que vous revalorisez bien également les seuils qui ouvrent droit au quotient familial. Alors c'est un copier-coller total. Et il est précisé que c'est jusqu'à la loi de finances. C'est un copier-coller du dispositif. Bon, là, on n'est plus sur le même genre de discussion, monsieur le rapporteur. Oui, moi, si par cas cet amendement était adopté, admettons que l'indexation soit faite et que postérieurement, parce qu'on a vu quand même des revirements et des interprétations, on l'a vu avec la taxe des 3% sur les sociétés, on considère que ce dispositif n'est pas conforme. Ça veut dire quoi? On va demander aux Français qui n'ont pas payé les impôts de les payer, on va leur demander comment ça va se passer concrètement. Moi, je trouve qu'on crée une insécurité juridique sur l'application. Ensuite, si la loi qu'on va adopter est contraire à l'indexation qu'on a adoptée, franchement, moi, je trouve qu'on crée le trouble. On se fait plaisir. Moi, je reprends les dispositions, l'article de la LOLF, l'article 45, qui dit bien qu'il s'agit des impôts votés. C'est l'autorisation de perception, pas autre chose. J'insiste bien. Donc, franchement, là, on est en train de créer une insécurité juridique qui est malsaine. Postérieurement, c'est la loi de finances qui sera adoptée, qui fera. Eh ben, ça sera le contraire. Puis voilà, et donc c'est tout. Puisque de toute façon, on est tous d'accord pour dire que c'est à partir d'avril. Donc, si c'est le contraire, ça sera le contraire. C'est pas tout à fait un copier-coller, si vous me le permettez, puisque vous indiquez que le barème s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier et que c'est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine loi de finances. C'est, me semble-t-il, de nature à créer un petit peu d'incertitude juridique, parce qu'on aurait un nouveau barème susceptible d'être mis en cause par une loi de finances. Et donc je ne vois pas bien le niveau de confiance de nos contribuables dans une loi que peut défaire une autre loi et que doit défaire une autre loi. Autrement dit, il y aura une nouvelle loi de finances, si tant est qu'elle soit adoptée par cette Assemblée. Que faisons-nous? Est-ce que la prochaine loi de finances doit prévoir un nouveau barème de l'impôt sur le revenu, quitte à écraser celui-ci, ou bien est-ce qu'elle reprend celui-ci? C'est une vraie question juridique. Mais la question, c'est qu'elle le confirmera ou pas. Et c'est ça qui s'appliquera. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que j'ai tenu à préciser que j'ai déclaré irrecevable ceux qui ne précisaient pas que c'est jusqu'à la prochaine loi de finances. Voilà. Quel en est l'intérêt dans ce cas, Monsieur le Président? Mais l'intérêt, c'est que on travaille sur. Ça a été dit, on travaille. On espère tous que la loi de finances sera adoptée de manière courte. Vous remarquerez que dans le texte de loi spéciale, il n'est. Vous venez de le dire, et on n'en sait rien. Mais c'est, d'après ce que j'ai entendu des uns et des autres, c'est la manière dont vous vous configurez en estimant du coup qu'il n'y a pas de risque parce qu'on va vite l'adopter. Et donc, il n'y a pas besoin de cet amendement. C'est ce que j'ai entendu dans la voix de plusieurs. S'il y a un risque, ou s'il y a un risque par rapport aux prochaines lois spéciales, une fois qu'on aura fait jurisprudence, eh bien, au moins, on aura l'assurance que l'impôt qui, pendant les mois qui sera prélevé, jusqu'au projet de loi de finances, correspondra à l'impôt existant. Voilà. Bon, écoutez, vous n'êtes pas d'accord. Donc après, j'ai compris le débat. Je vous dis simplement que la loi de finances pourra infirmer ou confirmer ça. Je ne peux pas mieux dire, c'est le législateur qui le décidera. Bon, là non, Jean-René Cazenave, on est dans des défenses d'amendement, donc je ne vais pas faire plus d'un par groupe. Et j'ai fait un pour le modem. Non, si le modem... Il y a Madame Sass, il y a Madame Louvagie. Non. Madame Louvagie. Madame Sass, non, c'est bon. Madame Sass. Oui, un mot au nom du groupe Écologiste et Social pour dire que je ne comprends vraiment pas la polémique qui est animée en ce moment par le groupe EPR et depuis maintenant 1h30. Ça fait 1h30 que vous polémiquez sur un amendement qui, au mieux, est inutile et pourrait, au contraire, au pire est inutile et au mieux va sécuriser nos concitoyens et va dégonfler des polémiques que vous avez voulu faire monter pendant la période de la motion de censure. Maintenant, si on vote cet amendement, cela va permettre au contraire de rassurer tous nos concitoyens sur le fait que l'ensemble des forces politiques souhaitent de toute façon indexer le barème de l'impôt sur le revenu. Donc votons cet amendement et cessez de polémiquer inutilement et de faire traîner les débats. Je trouve que c'est vraiment pas responsable vis-à-vis des citoyens qui nous écoutent.
Alors, attendez, parce que là, du coup, qui veut... Madame Louwagie qui avait... Madame Louwagie, il n'y a pas de souci. Oui, merci Monsieur le Président. Donc vous redire que nous sommes favorables à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, mais qu'il nous paraît, je dirais, irresponsable de l'intégrer ici dans la loi spéciale au regard du risque constitutionnel et de l'insécurité juridique. Voilà, et je crois que c'est un élément important. Le rapporteur général l'a très bien indiqué. Je voudrais juste également répondre à une observation que vous avez faite il y a quelques instants, Monsieur le Président, en indiquant qu'entre la conférence des présidents et aujourd'hui, il y avait un changement concernant certains groupes. Je crois que vous l'avez souligné à 2 reprises. Je voudrais dire qu'il y a un élément très important qui est intervenu entre la conférence des présidents et ce jour, c'est l'avis du Conseil d'État. C'est l'avis du Conseil d'État qui est très clair. Et quand, Madame Sass, vous nous indiquez faire une polémique sur un amendement, mais c'est vous qui faites une polémique aujourd'hui sur un avis du Conseil d'État. Parce que finalement, c'est vous qui créez le trouble et qui créez, je dirais, une insécurité juridique, alors que le Conseil d'État s'est parfaitement positionné. Je voudrais juste ajouter que du côté des écologistes, également, vous n'avez pas voté en faveur de l'article 2 du PLF en séance, donc vous n'aviez pas voté l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Voilà, alors c'est quand même assez cocasse. Ouais. Pas de problème, juste... vous avez raison, il y a eu le Conseil d'État. Je veux bien entendre que ça produise une différence. Par contre, ce que ça ne produit pas comme différence, c'est qu'à la conférence des présidents, aucun président de groupe, sauf le MoDem qui a émis des réserves, s'est exprimé sur l'idée que cet amendement, ou en tout cas cette mesure mise, serait en réalité faite pour quelque part excuser la motion de censure. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je l'entends depuis tout à l'heure. C'est cet argument-là qui a évolué parce que ça, il n'y était pas présent. Si. Ça a été dit par plusieurs d'entre vous. Je n'ai pas dit tout le monde. J'ai dit que plusieurs d'entre vous l'ont évoqué. Monsieur Tanguy. Monsieur Tanguy. Non, je ne fais pas plus d'un par groupe, là. Monsieur le Président, bon, moi je me suis exprimé hier sur le fait qu'on soutienne évidemment cet amendement. D'ailleurs, moi j'en profite. Vous avez déclaré irrecevable mon amendement. J'ai compris l'argument. C'est pas pour ça que je me roule par terre, que je crée au scandale, que je dis que vous volez mes droits, que je suis spolié, que c'est scandaleux. Voilà. Donc il y a 2 attitudes. Il y a des gens qui respectent la Commission et le Parlement. Il y en a qui veulent avoir toujours raison, même quand ils ont tort, même quand les Français leur ont donné tort. Bon, le Conseil d'État, arrêtez de jouer. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que finalement, même votre vision du Conseil d'État, finalement, ça prouve que vous êtes de mauvaise foi. Oui, je continuerai. De mauvaise foi. C'est parce que, en fait, il y a une double nature. Et, le Conseil d'État donne un avis et un support juridique et légistique du gouvernement. C'est ce qu'il a fait hier. Et c'est une juridiction quand il rend une décision de juridiction. C'est pas une décision de juridiction hier. C'est un avis. Mais dans le débat public, vous jouez sur cette double nature. Et vous faites croire, comme je l'ai encore subi ce matin, sur un média qui vous est souvent favorable, qu'on contesterait une décision de justice. Enfin, on contesterait une décision de justice. Non, on donne un avis à un autre avis. Et si ça vous dérange de vous soumettre à des gens non élus, eh bien moi, je me soumettrai jamais de ma modeste vie à une autorité non élue. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres groupes? Non, allez, on passe au vote. Donc on va faire le vote nominal. Et chacun indique le son. C'est bon. C'est pas par papier. Hein, chacun dit pourquoi il vote. Allez. C'est bon? Non, c'est pas par papier, hein, c'est un appel qui est fait par les... Alors, Franck Alizio. David Amiel. Rodrigo Arenas. Erwan Balanan. Jean-Pierre Bataille. Jean-Didier Berger. Carlos Martins Bilongo. Anthony Boulogne. Michael Boulou. Philippe Brun. Élie Califère. Michel Castellani. Eddy Casterman. Gabriel Catala. Thomas Cazenave. Jean-René Cazeneuve. Éric Ciotti. Éric Coquerel. Pour. Charles de Courson. Eh bien, je serais peut-être le seul, mais contre. Marie-Christine Dalloz. Sébastien Delogu. Jocelyn de Signy. Benjamin Dirks. Emmanuel Foucard.
Félicie Gérard. Christian Girard. José González. Perrine Goulet. Abstention. Emmanuel Grégoire. David Guiraud. Pierre Henriet. François Jolivet. Philippe Juvin. Daniel Labaronne. Tristan Lahaye. Constance Le Grip. Oui. Aurélien Lecoq. Mathieu Lefebvre. Corentin Le Fur. Jérôme Le Gavre. Philippe Lothiau. Véronique Louvagie. Emmanuel Mandon. Claire Marébeuil. Denis Masseglia. Jean-Paul Mattei. Damien Maudet. Emmanuel Morel. Emmanuel Morel. Abstention. Kevin Mauvieux. Yaël Ménaché. Sophie Mette. Nicolas Metzdorf. Jacques Auberti. Julie Ozen. Christine Pires-Beaune. Christophe Plassard. Nicolas Ray. Mathias Renaud. Charles Rodwell. Aurélien Rousseau. Alexandre Sabatou. Émeric Salmon. Nicolas Sansu. Isabelle Santiago. Eva Sass. Daniel Simonet. Charles Siesenstuhl. Sophie Taillé-Polian. Jean-Philippe Tanguy. Emmanuel Djibaou. Géraud Verny et Éric Woerth. Alors 25 pour, 19 abstentions, 2 contre. Il est adopté. On passe à l'amendement suivant. Attends, 31. 31, c'est Philippe Brun. Défendu. Monsieur le rapporteur. Je trouve plus la... J'avais plus le dérouleur. Tu peux me passer ton 31 ? Tiens. Ah oui, ça se passe. Je sais pas. C'est bon ? C'est le 31, oui. Oui, mes chers collègues, la fixation du montant PSR-UE a fait l'objet d'un grand débat lorsqu'on a discuté du projet de loi de finances pour 2025. Mais selon l'analyse du Conseil d'État, l'autorisation de percevoir les ressources, qui est l'objet de l'article 1er, emporte reconduction des prélèvements sur recettes. Si jamais le Conseil d'État se trompait d'ailleurs sur ce point, le PSR-UE n'en trouverait pas moins son fondement dans les engagements internationaux de la France et nous saurions nous dérober à notre obligation au motif que la loi spéciale n'y fait pas référence. En effet, le PSR-UE se trouve versé sur le fondement de la loi du 8 février 2021 autorisant l'approbation de la décision du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne. En 2025, le montant, comme vous le relevez, mon cher collègue, le PSR-UE serait de 23,1 milliards, en conséquence de l'accord trouvé entre le Conseil et le Parlement européen le 16 novembre 2024 lors du comité de conciliation. Ce montant a été formellement adopté par le Conseil le 25 novembre et par le Parlement européen le 27 novembre. Bon, donc cet amendement
Oui, oui, je suis défavorable. Et donc, il est satisfait. Si vous pouviez le retirer. Si vous pouviez le retirer. Retirer. Bon, très bien. Voilà. On passe à l'article 2, amendement 32, Charles de Courson. Non, alors c'est un sujet sérieux, puisque la loi organique, je vous le rappelle, l'article 2 du projet de loi donc, a pour objet d'accorder au ministre chargé des Finances l'autorisation de procéder à des emprunts, le texte dit à long terme, moyen et court terme, libellés en euros ou autres devises pour couvrir, etc. Mais le dispositif proposé est plus réduit que celui figurant à l'article 41 du projet de loi de finances pour 2025, qui a été déposé donc le 10 octobre 2024. Il ne comporte notamment aucun plafonnement, ni de la variation nette de la dette négociable d'une durée supérieure à 1 an, ni l'encours total de dette autorisée pour chacun des budgets annexes. Lors de son audition, le gouvernement a effectivement indiqué qu'il estime que de telles dispositions fixant un cadre économique et budgétaire pour l'année ne sauraient figurer que dans la loi de finances de l'année. Mais une autorisation qui, donnée par une loi qui ne comporte que les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale, ne serait pas plafonnée, permettant ainsi un recours à l'emprunt d'une ampleur susceptible d'excéder la finalité de la loi spéciale. Ça paraît pour le moins paradoxal. En d'autres termes, il me semble que nous sommes obligés par la loi organique de fixer un plafond. Voilà. Et moi, ce que je vous propose, pour remédier à cette lacune du projet de loi spécial, c'est d'assortir l'autorisation d'emprunter des plafonds manquants fixés à leur niveau prévu par la loi de finances pour 2024. Voilà, pour être cohérent avec le maintien de l'article 1er sur la base 2024. Voilà. Mais parce que si on vote le texte en l'état, le gouvernement du moment, tant qu'il n'y a pas de loi de finances, pourrait endetter le pays sans plafond. Ça, on risque une annulation alors pour compétence négative, c'est-à-dire qu'on n'a pas appliqué la loi organique de fixer un plafond. Voilà ce que je vous propose par précaution. De toute façon, si ça dure 2 ou 3 mois, le plafond 2024 est amplement suffisant. Voilà ce que je vous propose, par coordination avec l'article 1er. Monsieur Cazeneuve. Monsieur Amiel. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'avais une question pour le rapporteur général sur cet amendement, parce que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on fixe un chiffre sur le plafond d'endettement à partir du moment où l'esprit même de la loi spéciale revient à ne pas fixer de chiffre, ni pour les dépenses, puisqu'il s'agit de reconduire les services votés, ni pour les recettes, puisqu'il s'agit de reconduire les impôts. Et donc, évidemment, je comprends l'esprit de l'amendement. On imagine tous qu'on ne dépassera évidemment pas ce plafond d'endettement. Mais est-ce qu'à contrario, on ne fragilise pas l'ensemble de l'édifice si on fixe un chiffre pour le plafond d'endettement et pas de chiffre sur les autres postes? On n'est pas dans une loi ordinaire de finances, un budget, où on a un tableau d'équilibre. Tout simplement, c'est pour respecter le 8e du grand 1 de l'article 34 de la LOLF qui dispose que la première partie de la loi de finances de l'année, je cite, comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'État prévue à l'article 26, mais le 9e du même grand 1 dispose, elle fixe le plafond de la variation nette appréciée en fin d'année de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à 1 an, ainsi que pour chaque budget annexe, le plafond de l'encours total de la dette autorisée. Donc il me semble qu'on est obligé, par la LOLF, de mettre un plafond. Alors quel plafond? Moi je vous propose qu'on se cale sur le plafond 2024. Par coordination avec l'article 1er, on dit on autorise la perception des impôts dans l'état du droit 2024. Voilà, c'est tout simple. C'est une précaution, hein, moi, que je vous propose. Parce que c'est vrai que c'est étrange, parce que la loi spéciale est une loi de finances. Donc, elle est soumise à la loi organique sur ce point. Or, on n'a pas fixé de plafond. Donc, il faut qu'on fixe un plafond. Moi, je vous propose, il est amplement suffisant de mettre le plafond de 2024. Hein. Je ne suis pas fatigué. Hein. Mais pas le plafond de 2025. Voilà. Voilà l'idée. Merci. Monsieur Berger. Il y a un micro qui doit être ouvert. Oui. Merci, monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mais est-ce qu'on finalement, on ne devrait pas plutôt indiquer une disposition qui permette d'emprunter dans la limite d'un plafond qui nous permette d'atteindre le niveau de recette globale de 2024? Parce que là, vous présupposez, par exemple, le fait que la TVA ne va pas s'effondrer en 2025. Imaginons qu'on ait un effondrement de nos autres recettes, hormis l'emprunt.
Qu'est-ce qu'on fait en fait dans cette situation-là? Donc fixer le plafond à un niveau d'endettement qui finalement soit zéro, ça ne garantit pas d'avoir les recettes globales nécessaires pour faire fonctionner l'État de la même façon qu'en 2024. Oui, mais le plafond, il est pour la totalité dans la loi de finances, de la totalité de l'année. Mais là, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une loi de finances. Vous voyez, si je me réfère à la loi de finances pour 1925, vous en souvenez tous, hein, ça ne fait qu'un siècle, eh bien, elle a été votée au mois de juillet. Vous voyez, vous savez pas quand ça sera voté. Mais si on se cale sur le plafond de l'année précédente, pour 3-4 mois maximum, ça passe. Moi, je vous dis ça. Comment? Oui, mais on a posé la question au ministre en disant, en l'état actuel de la fiscalité, quelles seront les recettes, et en l'état actuel, quel est le montant des dépenses en services votés, comme on disait autrefois. Il n'a pas pu nous répondre. Mais en tout état de compte, pour quelques mois, ça passe. Voilà. Parce que c'est bien une loi de finances. Moi, je vous fais ça par précaution, hein, je veux dire. Voilà. Monsieur Brun. Parce que le texte de l'article 2 qu'on nous propose, hein, sortez-le-moi, il dit la chose suivante. Il dit, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances, etc., le ministre chargé est autorisé à procéder, etc., pour renforcer, ainsi qu'à toute opération de gestion de la dette ou de la trésorerie de l'État, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie. Non, mais d'accord, mais ça ne respecte pas, pour moi, la loi organique. Donc, il faut qu'on marque un plafond. Voilà, je vous dis. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Hein, je veux dire, mais moi, je pense qu'il faut, soyons prudents et respectons la loi organique qui exige un plafond. C'est une loi de finances. Monsieur Brun. Oui, je pense qu'en l'occurrence, le mieux semble l'ennemi du bien. Parce que le risque de l'adoption de cet amendement, bon, qui se comprend d'un point de vue intellectuel, mais c'est qu'on peut imaginer une situation de blocage qui dure, nous ne la souhaitons pas, mais enfin malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et si on se retrouve dans une situation où les mois passent et on a un endettement important et on ne peut pas recourir à l'emprunt en raison de cet article, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc je crois qu'il faut éviter d'adopter cet article. Je comprends le raisonnement du rapporteur général. Il résulte néanmoins pas de la lecture de la LOLF cette obligation, en tout cas pas sur la loi spéciale. J'ai relu l'article 45. En tout cas, pour nous les socialistes, nous voterons contre cet amendement pour laisser sa chance justement, permettre à cette loi spéciale d'être efficace au cas où la situation ne se débloquerait pas. Monsieur Balano. Oui, je félicite Monsieur Brun d'être très sage sur ce point-là et de respecter parfaitement la LOLF et la Constitution. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait sur l'autre? Voilà, c'est tout. Moi, je pense que on ne va pas refaire le débat, effectivement, mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui est d'une idée politique autour de ce sujet, alors qu'il n'y a pas besoin de l'avoir. Et tout à l'heure, on a parlé de l'anticonstitutionnalité. Pourquoi parfois on prend des risques, et monsieur le rapporteur, vous l'avez déjà fait, on a déjà eu ces débats en séance, pourquoi à certains moments on prend le risque de faire des dispositifs en matière pénale, par exemple, qui risquent l'inconstitutionnalité? Tout simplement parce qu'on fait notre rôle de législateur, et c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. Mais là, on est sur une procédure, c'est pas la même chose. Et je comprends pas pourquoi on joue les apprentis sorciers sur de la procédure. Donc voilà, je voulais le dire tout à l'heure, je le dis maintenant. J'avoue ne vraiment pas comprendre les débats qu'on a et le risque qu'ils portent sur la sécurité juridique de ce que l'on va devoir faire plus tard au moment du PLF. Ouais, enfin c'est... Non, mais ça n'a rien à voir. Depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une évocation, à moins que ça soit fait, l'irrecevabilité. Il y a eu des arguments contre ou pour l'amendement proposé par Charles de Courson. Mais dans les deux cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de plafond marqué dans l'article. On pourrait estimer que dans ce cas-là, on ne peut pas en mettre un. Moi, j'estime, quand j'ai vu cet article, j'estime qu'il était recevable parce que rien n'indique dans la loi
rien ne vient contrarier le fait qu'on fixe un plafond ou pas. Donc, je veux dire, c'est pas le même. Je vois pas en quoi l'argument viendrait contredire. Je trouve que c'est un peu bizarre. On peut être d'accord ou pas avec l'amendement, c'est autre chose. Non, mais mes chers collègues, moi j'essaie de faire mon travail de rapporteur général. Je vous avertis de ce problème, c'est que cet article me paraît pas conforme à la loi organique. Or, c'est une loi de finances et donc on doit fixer un plafond. Si vous voulez un autre plafond, fixons un autre plafond. Mais on a un risque d'annulation pour compétences négatives, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas correctement appliqué la loi. Voilà, c'est ce que je crains. Avec mon amendement, on n'a aucun risque. S'il est adopté, on ne pourra pas nous objecter cela. Ça, c'est de la précaution juridique. Moi, si vous ne voulez pas le voter, moi, je le retire. Hein, je veux dire... On passe au vote. Qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe à l'article 2. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Adopté l'unanimité. Article 3. Amendement 33, Monsieur de Courson. Alors, cet article 3 pose deux problèmes. Le premier problème, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre une telle disposition dans une loi de finances? Puisque je vous rappelle que cet article figurait dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été repoussé. Ça, c'est le premier problème. Si on répond oui, quand vous regardez l'avis du Conseil d'État, le Conseil d'État hésite et dit après tout, pour continuer à assurer le fonctionnement régulier des prestations qui relèvent des différentes caisses de protection sociale, il ne donne pas un avis négatif. Ça, c'est la première question. Si vous répondez oui, on peut quand même le mettre dans un projet de loi de finances, parce que je rappelle que dans la loi organique relative au projet de loi de financement de la sécurité sociale, ces dispositions doivent obligatoirement figurer dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais là, on n'est pas dans un projet de loi spécial de financement de la sécurité sociale, parce que, hélas, dans la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, il n'est pas prévu un dispositif du type de celui qui est prévu dans la loi de finances. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est que, là encore, le gouvernement ne nous propose pas un plafond sur chacune des 4 caisses, sachant que l'essentiel, c'est la COS. Je vous rappelle que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement avait rehaussé de 45 milliards, qu'est-ce que je dis, de 45, c'est bien ça, à 65 milliards, le plafond de la COS. Pourquoi? Parce que la COS fait des prêts aux caisses déficitaires, dont la CNRACL. Et en plus, on est en déficit. Et d'après les informations que nous a données la COS, si on reste sur le montant de 2024, c'est-à-dire 45 milliards, il ne passe pas le mois de, d'après ce que nous ont dit, avril-mai, là, ils sont en rupture de paiement. Voilà. Alors, moi, 2 observations. Je pense qu'à la limite, prenons le risque sur la première question, mais soyons conscients qu'on est limite de constitutionnalité, parce que, voilà. Et sur le deuxième, moi, ce que je vous propose, c'est de se caler sur ce qu'il y avait dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, le problème, lequel? Celui qui a été voté en 2024 ou celui qui a été repoussé en 2025? Je vous ai proposé les deux. Alors, on peut hésiter entre les deux, parce que si on prend 2025 sur les plafonds, ce sont des plafonds d'un texte qui a été repoussé. Donc, du point de vue démocratique, pas évident. Si on prend 2024, sachez qu'on tiendra probablement un trimestre, 3 ou 4 mois, et qu'on peut espérer que dans ce délai, il y aura une nouvelle loi de financement de la sécurité sociale. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt, après débat, de voter le premier, c'est-à-dire caler sur 2024, sur les 4 caisses. Voilà, et de mettre un plafond. Merci. Qui est une obligation, là encore, de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Je ne veux pas taquiner le rapporteur général, mais j'observe quelque chose, vous l'avez dit, de manière comme ça,
je vais dire, par rapport à la loi spéciale, en théorie, la COS n'a pas sa place dans la loi spéciale. Et là, vous l'avez dit vous-même, il y a un risque, mais prenons le risque sur ce sujet. Moi, je suis aussi pour prendre le risque sur ce sujet au nom de la continuité, la nécessité de continuité. Mais n'empêche, vous le dites vous-même, il y a un risque, et puis on verra bien. J'observe que quand il s'agit de plafond de l'emprunt, là, c'est quelque chose qui peut être risqué. Et quand on parle de barème de l'impôt, c'est plus quelque chose qui peut être risqué. Vous me permettrez de dire que je trouve, et je pense qu'on n'aura pas un débat aussi long là-dessus, que c'est un jugement qui montre bien une certaine subjectivité par rapport à ce qui peut être risqué ou pas dans cette... je vais finir dans ce texte. Et pour ma part, je suis pour que, évidemment, cet article soit intégré. Monsieur Labaronne, non, Monsieur Renaud, pardon. Oui, vous avez quelque part enlevé l'argument que je voulais dire sur le fait que l'article 3 n'est prévu ni dans la Constitution ni dans la loi organique relative au financement de la Sécu. D'un autre côté, et ce que dit le Conseil d'État est juste, pour assurer la continuité des services publics, c'est indispensable. Donc effectivement, on peut faire preuve d'un certain pragmatisme dans les deux cas dont on a discuté au regard de l'interprétation de la Constitution. Alors par ailleurs, sur les plafonds, c'est pas neutre. Hein. C'est pas neutre, donc nous on votera pour, mais sachant qu'on ne sait pas si y aura un projet de loi de financement de la Sécu et quand. C'est-à-dire que autant on parle beaucoup du PLF, mais un nouveau PLFSS, on ne sait pas. Donc effectivement, pour éviter que les caisses partent dans le décor et en attendant un éventuel PLFSS, on votera pour plutôt sur la version 2024. Enfin, même si le PLFSS et le PLF ne sont pas tout à fait de la même nature, parce que le PLFSS fixe des objectifs et la seule chose vraiment nécessaire, c'est justement le plafond de l'emprunt pour le coup. Monsieur Amiel. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement réagir à ce que vous aviez dit en nous disant pourquoi accepteriez-vous de prendre le risque sur l'article 3 et pas sur l'amendement relatif à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. La réponse, elle est très simple, c'est qu'on suit en matière de droit, l'avis du Conseil d'État. L'avis, oui. Et l'avis est effectivement extrêmement clair, puisqu'il dit qu'en la matière, je cite, « La question est d'assurer la continuité des paiements et remboursements des prestations sociales et que leur interruption serait de nature à porter atteinte aux principes constitutionnels de protection de la santé, etc. » Et c'est à ce motif-là qu'il est possible d'inclure la capacité d'endettement de l'ACOS dans la loi spéciale, même si effectivement ce n'était pas exactement prévu dans les textes initiaux. En ce qui concerne l'amendement du rapporteur général, on votera contre pour la même raison qu'on a voté contre le plafond précédent sur les dépenses de l'État, c'est-à-dire qu'on considère que la capacité d'endettement est garantie par le texte initial de la loi spéciale et qu'à l'inverse, mettre un plafond chiffré, alors même qu'on n'a aucun autre élément chiffré dans le texte, risquerait de fragiliser la loi spéciale, y compris de fragiliser son exécution, ce que notre collègue Philippe Brun a rappelé également sur l'article précédent. Bien, je suis content d'entendre que c'est sur l'avis du Conseil d'État qui, ça a été dit tout à l'heure, ne vaut pas décision de justice. La différence d'interprétation, c'est ça dont je parle. Hein. Non, mais si, je prends au sérieux l'argument. Je note simplement que c'est en fonction de l'avis du Conseil d'État, et non pas de trancher de différence de fond. Attendez, j'ai vu qui voulait intervenir. On vote. Alors, qui est pour l'amendement 33? Je parle de l'amendement. Hein. Qui est contre? Rejeté. Amendement 34, dernier amendement, Charles de Courson. Non, pas même vote. Attendez, oui. Ah oui, non, je croyais... Non, mais vous ne voulez pas le présenter? J'ai présenté les deux. Aucun problème. Je n'ai pas entendu. Aucun souci. Donc, on vote pour l'amendement 34. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe au vote de l'article 3. Qui est pour? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. On passe au vote de la loi. Qui est pour? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Ça vous allez, la convocation. Donc on a l'article 88 lundi à 15h30, mardi 16h la DGCL et mercredi 9h Monsieur Cazenave. Très bien. On peut envoyer de la convocation comme ça. Et le bureau après Monsieur Cazenave.